La canicule s'abat sur nous, la sécheresse va être notre réalité quotidienne dans les années à venir. Il y a plein de questions qui tournent autour de cette réalité bien entendu. L'une des thématiques principales de ma chaîne c'est la randonnée, donc évidemment je vais me caler sur cette thématique-là et pas les thématiques environnementales de manière très large. Ce n'est pas ce que je prétends faire. Est-il possible de randonner pendant une canicule, pendant une période de sécheresse? C'est ce dont je vais parler dans cette vidéo. J'ai pris des notes avec moi, donc ne soyez pas surpris si de temps en temps je regarde mon papier pour ne pas trop me perdre. Donc comme je le disais dans cette intro, la canicule et la sécheresse sont des réalités auxquelles on va devoir faire face. Je vais pas m'étendre plus que ça sur le sujet, mais si vous voulez plusieurs sources, elles sont en barre d'infos. Mais il va falloir faire avec cette nouvelle réalité. On aura des étés toujours plus chauds, des étés très secs. Là, l'été 2023 s'annonce peut-être même encore plus sec que l'été 2022 qui a déjà été marqué par de fortes périodes de canicule et de sécheresse. Et je pense qu'il va falloir s'y préparer du mieux possible. La réalité, elle est là. Elle était déjà là l'été dernier. Elle était déjà là à bien d'autres étés. La sécheresse est réelle. Les canicules à la fois terrestres et marines sont réelles. Donc si vous voulez encore une fois vous documenter du mieux que vous le pouvez sur ces sujets, je donne quelques sources en barre d'infos. Je prétends pas résoudre en une vidéo tous les problèmes environnementaux, climatiques et sociétaux que l'on connaît déjà et que l'on va connaître dans les années à venir. Je ne suis pas là pour ça, je ne prétends pas le faire. Il y a des personnes bien plus qualifiées qui le font bien mieux que moi. Voilà, c'est une réalité à prendre en compte. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on ne pourra plus jamais randonner? J'en sais rien, je vais enlever mon gilet, voilà, ça me donne chaud de parler de ces histoires. En tout cas, si jamais vous vous retrouvez dans une région, une période où une forte canicule est prévue, où il y a de la sécheresse de prévue, où il y a des restrictions d'eau, etc., bah, le mieux c'est de se préparer. Et j'ai quelques conseils, astuces à vous donner si jamais vous allez randonner en période de sécheresse et de canicule et que vous ne pouvez pas vraiment faire autrement. Il y a plusieurs manières de se protéger, de se parer au mieux et surtout de ne pas trop se mettre en danger. Donc c'est parti. Alors déjà, quelles sont les solutions en amont? Vous avez prévu de faire une randonnée itinérante depuis longtemps. C'est un projet qui vous tient à cœur. Vous vous êtes préparé, vous n'avez peut-être pas d'autres disponibilités pendant l'année et ça vous rendrait vraiment trop triste de ne pas pouvoir au moins essayer de faire cette randonnée itinérante. Mais des vagues de chaleur sont prévues, une vague de canicule, une vague de sécheresse. Et en même temps, comment faire? À part complètement annuler la randonnée et prévoir autre chose, ça c'est une première solution hein, évidemment. Mais bon, admettons que vous ne voulez absolument pas annuler votre projet de randonnée itinérante, ce qui est tout à fait compréhensible. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer en amont? Donc déjà en amont, le mieux c'est de choisir des régions, des zones géographiques qui sont moins exposées à la canicule, où il y a moins de risques qu'il y ait de très très fortes chaleurs, qu'il y ait un peu plus d'air, etc. Donc ces zones-là, ça va être surtout les bords de mer, la montagne. À une certaine altitude, les chaleurs sont beaucoup plus supportables et les nuits sont plus fraîches. Et également aussi de prévoir par où vous passez. Si c'est un chemin qui passe par beaucoup de zones boisées, par exemple, il vaut mieux, puisque je pense que j'ai pas besoin de vous le démontrer par A plus B, mais quand on est en forêt, les arbres régulent la température de l'air, des sols, etc. Et donc vous le voyez bien, en forêt, il fait bien plus frais et puis bien sûr c'est bien plus ombragé. Donc déjà vous pouvez vous renseigner sur les chemins possibles et existants, et il y en a tellement en France notamment et puis ailleurs évidemment que franchement il y a de quoi faire, mais il vaut mieux choisir un chemin en tout cas où c'est beaucoup moins exposé, beaucoup moins risqué. Donc évidemment éviter les plaines, éviter les portions goudronnées, etc. le plus possible. Et donc si vous randonnez en montagne, moyenne montagne, haute montagne, sur les bords de mer, en forêt, il y aura déjà beaucoup plus de chances que la chaleur soit supportable. Alors évidemment, il y a plus de chances qu'il y ait des vagues de chaleur, de canicule, de sécheresse en été qu'à d'autres périodes de l'année. Donc si c'est possible pour vous, plutôt programmer des randonnées itinérantes
par exemple en automne ou mi-printemps. Après, si vous pouvez pas faire autrement, tant pis, mais c'est vrai qu'en tout cas il y a moins de risques qu'il fasse très très chaud à d'autres périodes de l'année que juillet, août, bien sûr. Donc si c'est possible, programmez votre randonnée à des périodes un petit peu plus douces, un petit peu plus clémentes, où il y a moins de risques de canicule, de sécheresse et de fort ensoleillement. Et enfin, en amont, le mieux c'est de se préparer en s'informant sur les tendances météorologiques, même si on peut rien prévoir de sûr à 100%, quand même les outils que l'on possède aujourd'hui sont assez bons pour prévoir les tendances globales. Donc renseignez-vous sur les prochaines sécheresses, canicules éventuelles, s'il y a des départements qui sont en restriction d'eau, il y en a déjà en ce moment, et on n'est qu'en juin. Peut-être sur le niveau des nappes phréatiques aussi, pour vous rendre compte un petit peu. Voilà, il y a plein d'outils à disposition pour prendre la tendance globale. Donc tout ça, voilà, ça vous permet de vous préparer en amont sur à la fois choisir une zone géographique moins exposée, sur les tendances météorologiques à venir et sur le niveau de sécheresse, des nappes phréatiques, etc. Et puis potentiellement des phénomènes météorologiques violents comme les orages très violents qu'il y a eu en Corse ou dans les Cévennes par exemple l'été dernier, mais il y en a eu un peu partout. Dans ma grande traversée du Jura, il y en a eu aussi, parce que la canicule océanique notamment amène entre autres beaucoup de problèmes et des orages très violents. Voilà, donc tout est dans barre d'infos, il y a plein de sources, vous inquiétez pas si jamais ce sujet vous intéresse et que vous voulez mieux vous renseigner. Donc ça c'est en amont. Ensuite, pendant la randonnée itinérante, vous traversez une vague de sécheresse et de canicule. Que faire pour se protéger au mieux? Déjà, le mieux c'est d'éviter de randonner au maximum durant les heures les plus chaudes de la journée, donc en gros entre midi et 16h. Moi j'ai rencontré pas mal de personnes qui craignaient pas mal la chaleur lors de mes randonnées itinérantes, qui faisaient cette formule-là. Elles se levaient tôt le matin, il y en a certaines qui partaient marcher dès 5h du mat, alors bon, à vous de voir si vous vous sentez de faire ça, mais en tout cas qui marchaient, on va dire, entre 6h du matin et 11h du matin, donc aux heures les plus fraîches, puis après entre midi et 16h qui faisaient une grosse pause, donc par exemple, voilà, un repas de midi puis une sieste, ou bien si vous avez la possibilité de vous baigner entre midi et 16h, vous pouvez le faire, qui prenait une très grosse pause comme ça pendant les heures les plus chaudes de la journée et puis qui repartait ensuite vers 16-17h et qui marchait jusqu'à 20h par exemple, et qui après choisissait un lieu où dormir la nuit, que ce soit en bivouac ou en gîte d'étape, peu importe, mais en tout cas éviter de marcher aux heures les plus chaudes, ça c'est une des astuces les plus efficaces, quitte à ce que ça coupe la journée en deux, mais c'est un rythme à prendre. Ensuite, évidemment, chercher les zones les plus fraîches, ne serait-ce que pour prendre une pause ou tout simplement pour cheminer. Donc je parlais des zones boisées, évidemment, qui sont les plus fraîches. Tout ce qui est bord de rivière, de canal, de fleuve, de mer, bien sûr, évidemment, il y a de l'air, ça rafraîchit, il y a possibilité de se tremper. Et éviter le plus possible les plaines, les zones goudronnées, parce que l'asphalte réverbère la lumière du soleil. C'est un enfer de marcher, je pense que vous l'avez déjà fait sur du goudron en plein cagnard, c'est horrible. Pareil, en pleine ville, il y a beaucoup d'endroits en ville qui sont très très chauds. Alors bien, il y a plein d'îlots de chaleur dans les villes, ça c'est un autre problème. Mais en tout cas, vraiment éviter ces zones-là le plus possible. Et dans d'autres zones aussi où il est possible de s'abriter, moi j'ai beaucoup pratiqué les églises et les vieux bâtiments avec les vieilles pierres, parce qu'on savait bien faire à l'époque, quand même, on était loin d'être bêtes. Et bien sûr vous l'avez bien déjà expérimenté je pense, mais la vieille pierre des églises notamment, mais pas que, permet de bien conserver la fraîcheur, et c'est ultra agréable de se réfugier dans ces bâtiments quand il fait très très chaud dehors. Et évidemment n'allez pas dans des constructions des années 60-70, c'est une catastrophe absolue ces bâtiments, c'est n'importe quoi. Voilà, donc bien sûr si vous avez cette possibilité là, ou même sous des vieux ponts de pierre par exemple, des tunnels, ça conserve extrêmement bien la fraîcheur, c'est génial. Donc voilà, il y a plein d'endroits comme ça que vous pouvez trouver, des grottes, pourquoi pas, si jamais, des petites cavernes et tout. C'est excellent de se mettre là quand il fait si chaud. Ensuite, évidemment, le plus important, et peut-être pas forcément le plus évident, tout dépend des régions qu'on traverse, mais c'est de bien s'hydrater et de boire de l'eau. L'alcool, même la bière, ça déshydrate. Donc même si la bière, on a cette sensation que ça désaltère, c'est frais. En fait, non, ça déshydrate. Tout type d'alcool déshydrate, quoi qu'il arrive. Donc si vous voulez vraiment vous hydrater, c'est de l'eau.
c'est tout, pas de boisson sucrée, rien, de l'eau. Le plus simple, on est constitué de 78% d'eau, hein, il me semble, le corps humain, donc il lui faut de l'eau, très clairement. L'idéal, dans l'idéal absolu, ce serait de boire régulièrement, et mieux vaut boire quelques petites gorgées régulièrement que boire d'un seul coup 1 litre d'eau après ne pas avoir bu pendant 1 heure, 2 heures, etc. Ça, c'est dans un monde idéal. Après, évidemment, je sais très bien que sur beaucoup de chemins de randonnée, il y a pas la possibilité de remplir régulièrement sa gourde, sa poche à eau, etc. Moi, plein de fois en randonnée, j'ai dû me restreindre sur la quantité d'eau que je buvais parce que je savais que je ne rencontrerais pas de point d'eau avant un moment. Mieux vaut éviter ça. Après, parfois, c'est pas trop possible sur le terrain, mais en tout cas, s'hydrater le plus possible. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais il y a une application qui est franchement pas mal qui s'appelle Free Taps, qui localise dans votre zone toutes les sources d'eau potable, et vous-même, si vous en croisez une qui n'est pas répertoriée, il est possible de la signaler à l'appli, et donc du coup ça contribue à ce qu'il y ait de plus en plus de points d'eau répertoriés, et c'est vrai que c'est assez utile. C'est indiqué sur les cartes IGN, hein, souvent quand il y a des sources, mais pas tout le temps, donc c'est pour ça, c'est bien de coupler avec les cartes IGN, avec cette application qui est franchement pas mal, et puis éventuellement si vous êtes dans des villages, des communes, etc., vous pouvez demander aux habitants. Alors le problème, c'est que en temps de sécheresse et de canicule, il y a beaucoup de sources qui sont coupées. Bon, moi je trouve que c'est très discutable comme pratique, mais bon, ça, voilà, la gestion de l'eau, ça c'est un autre vrai sujet politique et on va pas s'attarder dessus dans cette vidéo, mais voilà, il y a cette possibilité là malheureusement que des sources soient coupées si vraiment les départements sont en restriction d'eau. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas, si vraiment vous êtes en galère d'eau, à sonner chez des gens pour leur demander de vous remplir votre gourde et votre eau. Et s'ils refusent, c'est vraiment des sales personnes. Moi je refuserai jamais de donner de l'eau à quelqu'un en fait, même si ça fait 15 fois qu'on sonne chez moi. Refuser de l'eau, genre le moyen de survie le plus primaire à quelqu'un, je trouve ça dégueulasse. Voilà, donc même si j'en ai marre qu'on sonne chez moi 15 fois, bah oui, mais c'est de l'eau qu'on me demande, donc de l'eau quoi, la survie. Je vous rappelle que 2-3 jours sans eau, on est mort. Je refuserai jamais de l'eau à quelqu'un, donc si ces gens-là vous refusent de l'eau, bah c'est franchement des mauvaises personnes selon moi. Ouais, je juge, ouais, mais je suis pas tolérante de ce genre de comportement, voilà, je le dis. Bref, le mieux c'est de ne jamais restreindre sa soif, dans la mesure du possible en tout cas. Également ne pas hésiter, et moi je l'ai regretté pendant ma grande traversée du Jura d'ailleurs, à investir dans un filtre à eau. Donc j'aurais pas de modèle spécifique à vous recommander puisque moi-même j'ai pas encore investi dans un filtre à eau, mais il y a tout un tas de vidéos YouTube sur les filtre à eau, les tests de filtre à eau, donc n'hésitez pas à regarder, hein, je suis pas la seule source disponible sur internet, mais ça m'aurait bien aidé pendant la traversée du Jura, puisque il y avait quand même des fleuves, des rivières, des cascades, des cours d'eau, que sais-je, où il est possible de récupérer de l'eau et avec un bon filtre à eau d'éliminer le plus possible les bactéries, les virus, etc. Sinon faire bouillir l'eau, mais c'est vrai que c'est un processus qui prend du temps et de l'énergie, et quand on a très soif, bon, mais disons qu'un bon filtre à eau ça aide, comme ça au moins vous n'êtes pas forcément obligé de compter que sur les sources d'eau potable, vous pouvez vous débrouiller déjà un peu plus et vous êtes un peu plus autonome. Donc ouais, un bon filtre à eau, moi je pense que c'est quand même assez indispensable et ça peut sauver la mise sous bien des aspects. Ensuite, pour ce qui est de l'alimentation, privilégier le plus possible des aliments riches en eau, des fruits, des légumes, ça c'est sûr que c'est idéal. De toute façon, je pense que, en tout cas pour moi c'est comme ça, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, quand on a très soif ou quand il fait très chaud, on n'a pas très faim. Donc oui, mieux vaut manger léger, puis surtout des aliments riches en eau, hein, ça c'est une évidence, mais bon, je préfère le dire quand même. C'est certes plus lourd à transporter dans un sac, des crudités, des fruits, mais moi je le fais personnellement et c'est vrai que je regrette jamais, c'est un peu plus lourd, mais alors qu'est-ce que c'est excellent quoi de croquer dans une bonne tomate ou une pêche ou que sais-je, un concombre, une pastèque. J'ai déjà transporté de la pastèque, alors on m'en avait donné, hein, c'est pas moi qui me suis acheté une pastèque entière, mais waouh, la pastèque melon, ça c'est bourré d'eau, c'est excellent. Ensuite, pour supporter au mieux la chaleur, évidemment le basique, porter un couvre-chef, dans l'idéal un chapeau à large bord qui protège les épaules ou une casquette avec une protection derrière. Bon, c'est pas esthétique, ça on est d'accord, mais voilà, entre l'esthétisme et la sécurité, voilà, à un moment donné faut choisir. Des lunettes de soleil, de la crème solaire, idéalement avec un filtre minéral qui est bien meilleur
à la fois pour votre peau et pour l'environnement. On peut aussi, pour se soulager, mouiller ses vêtements, son couvre-chef, etc. De toute façon, s'il fait super chaud, ça va sécher très vite, mais c'est vrai que ça aide à réguler un peu la température du corps. Voilà, il y en a qui mouillent carrément leur t-shirt en entier, qui les mettent, leur couvre-chef, que sais-je encore. Voilà, faut pas hésiter à le faire s'il y a cette possibilité-là. Plutôt porter des vêtements au tissu aéré, donc privilégier le coton aux matières synthétiques. Oui, le coton, c'est peut-être légèrement plus lourd, bon, et encore, et ça sèche moins vite, mais bon, de toute façon, en temps de canicule, tout sèche extrêmement vite, donc mieux vaut porter des matières plus aériennes que le synthétique, qui est un enfer quand il fait très chaud, hein, on va pas se mentir. Et puis, le plus possible, réduire son temps de marche et le dénivelé, parce qu'évidemment, plus vous faites d'activité physique, plus vous allez transpirer, plus il va falloir vous hydrater, plus il y a éventuellement de chances que vous fassiez un malaise, que vous soyez fatigué. Donc voilà, ça, ce sont les astuces possible pour vivre au mieux la canicule, la sécheresse pendant une randonnée itinérante. N'hésitez pas, si vous avez d'autres astuces auxquelles je n'aurais pas pensé, à donner en commentaire. Moi, il est vrai que je supporte plutôt bien les fortes chaleurs, en tout cas mieux que d'autres personnes, ça je l'ai déjà constaté, donc peut-être qu'il y a des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Donc oui, n'hésitez pas, hein, si vous avez des astuces, des conseils, à les donner en commentaire, hein, c'est aussi fait pour ça, l'espace commentaire. Et maintenant, je vais quand même un peu parler de comment réagit le corps humain avec la chaleur, les canicules, etc. Donc déjà, il faut savoir que la thermorégulation du corps humain commence à devenir compliquée à partir de 27 degrés Celsius. Donc évidemment, canicule, c'est 30, 35, 40 et plus de degrés. Donc si déjà à partir de 27 degrés, ça commence à être un petit peu plus compliqué de nous thermoréguler, vous voyez bien le topo. Le problème des canicules aussi, c'est que la température baisse très peu la nuit, et je pense que vous l'avez déjà toutes et tous vécu. Les nuits chaudes, c'est un enfer. C'est un enfer, c'est les pires, parce que déjà t'as pas trop de moyens de te rafraîchir, et ensuite en fait l'organisme n'a pas le temps de vraiment récupérer la nuit. Et c'est ça le problème, c'est que du coup en plus quand c'est une canicule qui est prolongée, en fait il y a une fatigue qui se cumule, parce que déjà la chaleur en elle-même fatigue l'organisme, mais en plus les nuits il peut pas récupérer puisqu'il fait super chaud la nuit aussi. C'est un cercle vicieux sur plein d'aspects. Quand c'est des jours d'affilée de canicule, des nuits de canicule, etc., c'est un enfer. Donc il y a plus de risques de se blesser, de se faire mal, de faire une insolation, des malaises, que sais-je encore. Et donc quels sont les signes de la déshydratation? Alors des plus anodins, on va dire, aux plus sévères. Dans un premier temps, déjà le plus simple, c'est la soif. Voilà, hein, tout simplement, vous avez soif, mais pas forcément tout le temps. Une fatigue un peu inhabituelle, ça c'est un signe de déshydratation aussi. Votre bouche, votre langue, vos lèvres qui sont anormalement sèches. Très peu envie d'uriner, et puis une urine foncée. Ça peut être aussi des crampes musculaires, des courbatures, des maux de tête, des migraines. Bon, et puis dans les cas les plus graves, vertige, confusion, évanouissement, coma, mort. On préfère éviter d'en arriver là. Donc est-ce qu'il est possible de randonner en temps de canicule? En soi, oui. Après, c'est à vous de voir ce dont vous vous sentez capable, quelle est votre santé physique, votre capacité à supporter la chaleur, les fortes chaleurs. Il y a plein de moyens d'éviter le plus possible les vagues de chaleur, comme je vous l'ai dit. C'est à vous de voir si vous vous sentez capable de vous adapter, ou si vraiment il vaut mieux annuler la randonnée que vous aviez prévue. Ou alors peut-être vous pouvez tester sur 2-3 jours, et puis si vraiment c'est trop difficile, faut pas hésiter à laisser tomber. Je sais que c'est frustrant, c'est d'autant plus frustrant que voilà, se dire ok d'accord, même marcher ça deviendrait compliqué. La randonnée, si je ne m'abuse, c'est quand même une de nos activités qui pollue le moins, si on fait pas n'importe quoi. Donc le simple fait de marcher, se l'interdire parce que on va vivre des étés, et même pas que des étés, des périodes de plus en plus chaudes et de plus en plus sèches, moi ça m'embête pas mal. Il y a plein d'autres activités qui sont bien plus polluantes et demandeuses en eau que la randonnée, hein, on va pas se mentir. Disons que je pense que de toute façon, être dans le déni que c'est en train d'arriver, alors que toutes les études, tout ce qu'on a pu déjà vivre montre que cette tendance de canicule et sécheresse est en train de devenir une norme, il vaut mieux, selon moi, vraiment se tenir informé et se préparer au mieux, plutôt que d'être surpris par ce qui va arriver, parce que là si on est surpris, on est beaucoup moins préparé et il y a beaucoup plus de risques qu'on se mette en danger. Bon, évidemment de mon côté, j'attends pas passivement que ça se passe et en se disant on ne peut rien faire. Il y a toujours manière d'agir, alors pas sur la météo et le climat en soi, mais peut-être empêcher
tant d'industries, de faire autant de, j'ai envie de dire le gros mot mais j'ai peur que YouTube me censure, autant de bêtises, il y a toujours cette possibilité d'agir. Mais là, c'est pas le sujet de la vidéo. Si jamais quand même ça vous intéresse, parce que je partage souvent dans mes stories Instagram et du coup Facebook, puisque mon compte Instagram est couplé à mon compte Facebook, je partage quand même régulièrement des stories assez engagées, notamment sur l'écologie, l'environnement, les causes sociales, et je partage beaucoup de contenu qui n'est pas le mien mais de personnes bien plus qualifiées et aptes que moi à parler de tout ça. Donc si ça vous intéresse, allez plutôt regarder du côté de mes réseaux sociaux, je partage beaucoup de choses quand même, hein, voilà. Donc là c'est pas le sujet de la vidéo, mais disons que c'est une réalité. On va vivre des périodes de canicule et de sécheresse de plus en plus fréquentes et intenses, et on se prépare au mieux. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que c'était clair. J'ai eu l'impression de partir un petit peu dans tous les sens, mais bon, peut-être pas. Ça se trouve au montage, je vais me rendre compte que non. Bref, donc encore une fois, si jamais vous pensez à d'autres astuces pour aider à mieux supporter les fortes chaleurs pendant la randonnée, bah, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Si cette vidéo vous a été utile, si vous avez apprécié son contenu, ma personne, je ne sais pas. Vous pouvez laisser un pouce en l'air qui me fait toujours plaisir, mais qui aide également pour le référencement de ma chaîne YouTube et de cette vidéo en particulier. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, le bouton s'abonner est juste en dessous. Il vous suffit de cliquer, c'est gratuit. C'est facile. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, comme je le disais précédemment, sur Instagram, sur Facebook. J'ai également un serveur Discord si vous voulez m'y rejoindre. Et si vous voulez et pouvez m'aider financièrement par rapport au contenu que je produis gratuitement sur internet, j'ai une page Patreon avec la prononciation anglaise. Tout est en barre d'infos, tous les renseignements, etc. Et je remercie déjà celles et ceux qui me soutiennent chaque mois, c'est extrêmement précieux pour moi et important, donc merci du fond du cœur. Je le fais à chaque fin de vidéo, mais parce que vous le méritez. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que là où vous êtes, la chaleur n'est pas trop insupportable, et si oui, courage. Quant à moi, je vous dis à lundi prochain pour une autre vidéo. Ciao, hydratez-vous.